Au cours d'une période de 3 mois entre la fin de l'année dernière et le début de celle-ci, le monde en a été témoin de 2 des plus grands tueries de masse de l'histoire moderne. L'un d'eux, vous le connaissez probablement très bien. En un week-end de janvier, les forces de sécurité iraniennes ont braqué leurs armes sur des manifestants dans tout le pays. Bien qu'une coupure d'informations en cours rende difficile l'obtention de chiffres exacts, on estime actuellement qu'entre 7 000 et 35 000 personnes ont été assassinées. Un rythme et une ampleur de tuerie qui dépasseraient largement même le massacre de Srebrenica en 1995. Comme pour Srebrenica, les meurtres de manifestants en Iran ont au moins attiré l'attention mondiale. Pour le meilleur ou le pire, la République islamique n'a jamais quitté l'actualité. On ne peut pas en dire autant du dernier massacre, des atrocités ayant accompagné la chute d'Al-Fasha au Soudan aux mains des forces de soutien rapide, ou FSR, en octobre dernier. Comme en Iran, il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur les morts à Al-Fasha. Selon les estimations les plus basses de l'ONU, 6 000 personnes sont mortes en 3 jours. Un rapport présenté au Parlement britannique, quant à lui, estimait que 60 000 personnes étaient mortes en 6 semaines. À l'extrémité la plus apocalyptique de ce spectre, le directeur exécutif des laboratoires de recherche de Yale a déclaré au New York Times, je cite, qu'entre 30 000 et 100 000 personnes pourraient avoir été tuées en 6 semaines, 60 000 étant un chiffre médian plausible, fin de citation. Fin de pr. Si ces chiffres maximaux étaient confirmés, la chute d'Al-Fasha deviendrait l'action la plus sanglante de ce siècle, comparable uniquement en rapidité et en ampleur au point culminant du génocide rwandais. Pour comparaison, il a fallu 21 mois de bombardement pour atteindre 60 000 morts à Gaza. Les forces de soutien rapide auraient sans doute pu atteindre ce nombre en 10 fois moins de temps. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette atrocité a disparu des gros titres. Alors que le monde a d'abord réagi et prêté attention, le choc général face au massacre n'a pas réussi à se traduire par une action durable. Et en réalité, c'est l'histoire de toute la guerre du Soudan. Une guerre qui a commencé exactement il y a 3 ans, le 15 avril 2023, et qui est rapidement devenue le pire conflit sur la planète. Les faits liés à cette guerre sont difficiles à concevoir. Peut-être 400 000 morts, jusqu'à 14 millions de personnes forcées de fuir leur domicile, plus de 60% de la population confrontée à une grave crise alimentaire. À un certain moment, des chiffres comme cela deviennent tout simplement impossibles à assimiler pour une personne normale, alors notre cerveau les classe simplement comme « Oh, c'est vraiment grave », incapable de réagir de façon rationnelle à de telles horreurs. Et voyez, on pourrait continuer. On pourrait citer des villes dépeuplées et incendiées, ainsi que des centres de torture découverts dans les zones contrôlées par les FSR, où de nombreux civils ont disparu. Ou peut-être le rapport récent de Médecins sans frontières, qui a documenté l'épidémie de violences perpétrées contre les femmes et les filles au Darfour. Un rapport qui a recensé au moins 41 cas où des combattants du RSF et leurs alliés ont ciblé des filles de moins de 5 ans. On peut aussi rappeler qu'Al-Fasher n'est pas le premier massacre de cette guerre. Entre 10 000 et 15 000 personnes ont également été massacrées lors de 2 atrocités distinctes dans la ville d'El Geneina en 2023. Ou peut-être, nous pourrions noter la croyance croissante que les meurtres de groupes noirs commis par les RSF pour des motifs ethniques tels que les Massalites ou les Sakawa au Darfour constituent probablement un génocide. Vous l'avez sûrement compris, la guerre au Soudan est d'une ampleur inédite parmi les conflits modernes. Alors que la guerre en Ukraine a également causé un nombre stupéfiant de victimes, la différence est que, à l'exception du siège de Mariupol lors des premières semaines du conflit, ceux qui meurent en grand nombre sont principalement des soldats et des mercenaires. Au Soudan, on pense que la plupart des morts sont des civils. Parmi les conflits du XXIe siècle, peut-être seule la guerre du Tigré peut égaler ces horreurs. Cependant, le but de cette vidéo n'est pas de vous ensevelir sous une montagne de statistiques déprimantes, même si, lorsqu'on parle du Soudan, c'est au moins en partie inévitable. Avec cette vidéo, nous voulons faire 3 choses. Premièrement, utiliser notre petite plateforme ici sur YouTube pour essayer de rappeler au monde, à l'occasion du 3e anniversaire de la guerre, que ce conflit est toujours en cours, car il nous paraît insensé qu'un événement d'une telle ampleur soit ignoré. Deuxièmement, présenter brièvement le contexte du conflit pour tous ceux qui découvrent cette histoire pour la première fois. Et troisièmement, essayer de poser peut-être la question la plus fondamentale de toutes. Pourquoi si peu de gens semblent-ils s'en soucier ? Commençons par les bases. Comment ce conflit a-t-il commencé ? La guerre résulte d'une lutte de pouvoir entre 2 factions armées, les forces de soutien rapide dirigées par le chef de guerre Hameti et les forces armées soudanaises SAF sous le général Al-Bern. Bien que les SAF soient l'armée officielle du Soudan, l'ex-dictateur Ammar al-Bashir craignait de leur accorder un monopole trop large sur les armes, redoutant qu'elles ne s'en servent pour le renverser. Il a donc commencé à promouvoir une alternative, les forces de soutien rapide.
Issus des milices Janjaouides qui ont perpétré le génocide initial au Darfour au tournant du siècle, les FSR sont composés principalement de bergers arabes nomades. Bien que le groupe ait conclu une alliance en 2025 avec la milice Nouba, le SPLMN, principalement basé dans le sud du Soudan, la principale base de soutien des paramilitaires a toujours été parmi les tribus arabes du Darfour. À son apogée, dans les années 2010, les FSR étaient responsables non seulement de l'écrasement des rébellions dans le pays, mais étaient bien souvent déployés lors de missions à l'étranger. Le groupe a participé à la campagne conjointe saoudo-émiratie au Yémen, ce qui leur a valu les faveurs d'Abu Dhabi. En réalité, la mission principale du groupe était de contrebalancer l'armée pour empêcher les généraux de renverser al-Bachir. Tout cela rend la suite terriblement ironique. Comme il s'agit d'un aperçu vidéo bref, nous n'entrerons pas dans tous les détails. Si vous souhaitez plus de détails, nous avons publié en novembre dernier une analyse approfondie de 72 minutes sur le conflit, que vous pouvez retrouver dans nos archives si cela vous intéresse. Mais pour résumer, après des décennies de régime oppressif et de mauvaise gestion économique, le peuple s'est soulevé contre al-Bachir en 2019. Le dictateur s'attendait à ce que l'armée ou les RSF écrasent la révolution. Au lieu de cela, les deux se sont joints aux manifestants pour le renverser. Juste après, un élan d'optimisme a suivi. Une structure de partage du pouvoir a été instaurée, les RSF et SAF obtenant des sièges aux côtés d'une composante civile. Ce dispositif temporaire devait préparer un régime entièrement civil. Mais étant donné qu'il s'agit d'une vidéo sur la guerre civile au Soudan et non sur la belle transition du Soudan vers la démocratie, vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite, n'est-ce pas ? À l'approche de la date limite pour le passage à un régime civil, les SAF et les RSF ont décidé que gouverner serait bien plus facile sans civils, et ils les ont donc évincés lors d'un coup d'État en 2021. À peine les derniers rôles de la démocratie s'étaient-ils tus, que des tensions ont commencé à émerger entre l'armée et les paramilitaires, notamment sur des questions comme l'intégration des RSF sous le commandement militaire. Malgré de multiples tentatives de négociation, il est sans vite devenu évident qu'une confrontation se préparait entre les troupes du général al-Burhan et les paramilitaires de Hameti. Finalement, le 15 avril 2023, ce conflit a éclaté en plein centre de la capitale, Khartoum. Alors que leur monopole aérien devait assurer aux SAF une victoire rapide mais sanglante, les RSF ont neutralisé la menace grâce à des défenses anti-aériennes fournies par le groupe Wagner. Les paramilitaires ont ensuite envahi la capitale, forçant al-Burhan et la direction des SAF à fuir vers Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge. Et c'est ainsi que commença ce qui pourrait bien être la pire guerre du XXIe siècle. Nous rappelons qu'il s'agit d'une version très simplifiée, l'équivalent géopolitique de résumé Proust en moins de 15 secondes. Nous n'avons même pas évoqué de nombreux autres facteurs de cette implosion nationale, comme les rancœurs entre les périphéries, comme le Darfour et l'élite riveraine de Khartoum. Nous n'avons pas non plus abordé le rôle de la religion, avec les FSR essayant de se présenter comme une force laïque, contrairement aux SAF liés aux islamistes. Néanmoins, j'espère que cela constitue au moins un aperçu suffisant pour commencer à aborder la question plus vaste et plus importante aujourd'hui. Pourquoi qu'après 3 ans de combats intenses, relativement peu de gens semblent-ils en avoir quelque chose à faire ? Et ce n'est pas une remarque désinvolte. Au cours de la guerre, des études sur les médias et les déclarations gouvernementales ont constamment montré que le Soudan est mentionné bien moins souvent que l'Ukraine ou Gaza. Une étude de 2024 a révélé que le New York Times citait l'Ukraine 13 fois plus que le Soudan. Une étude des analystes de Charbit, menée pour le premier anniversaire de la guerre, indique que chaque mois, plus de 100 000 articles des grands médias traitaient de l'Ukraine et de Gaza. Le Soudan, en revanche, n'a compté en moyenne que 600 articles par mois. L'écart d'attention est donc bien réel et comprendre pourquoi représente un véritable défi. Une théorie fréquente est celle du racisme. Toutes les personnes mourant au Soudan sont vues par nous, en Occident, comme noires, même si elles pourraient en s'identifier autrement. Les partisans de cette théorie affirment que les habitants des pays occidentaux riches ignorent les vies noires ou africaines et détournent donc leur attention. À l'inverse, on a de nombreuses preuves historiques que l'Occident se préoccupe de la mort de personnes non blanches. Le génocide initial du Darfour, perpétré par les mêmes milices qui allaient former les forces de soutien rapide, est devenu une cause célèbre aux États-Unis. Quiconque se souvient du séisme en Haïti en 2010 se rappellera aussi l'élan de générosité qui a suivi. Les Américains à eux seuls, des Américains ordinaires, pas des gouvernements ou des institutions, ont donné 1,4 milliard de dollars de leur poche pour aider une nation composée à 95% de Noirs. Et puis Gaza. Beaucoup ont sûrement oublié qu'en 2022, certains milieux progressistes disaient que la guerre en Ukraine n'intéressait que parce que des Blancs mouraient.
Voici une citation représentative de NBC, quelques jours seulement après le début de la guerre. Les atrocités en Ukraine ont suscité une couverture médiatique mondiale, mais ces reportages ont mis en lumière le racisme flagrant et les attitudes biaisées envers la valeur ou l'absence de valeur de la vie non européenne. Fin de citation. Ce qui, si l'on ne comparait que la couverture de l'Ukraine et du Soudan, pourrait encore sembler plausible. Mais une telle comparaison serait totalement malhonnête, étant donné que la guerre qui a attiré le plus d'attention dans les années 2020 s'est déroulée à Gaza. Une guerre dans laquelle ceux qui mouraient n'étaient là pas des Européens blancs, mais des Palestiniens. Tout cela est une façon un peu longue de dire qu'il existe de nombreux contre-exemples à l'idée que le Soudan est ignoré par le monde simplement à cause du racisme. Maintenant, cela ne veut pas dire que cela ne joue aucun rôle, simplement que l'attitude de tout attribuer aux préjugés des Blancs est peut-être un peu simpliste. Cela nous laisse donc avec quelques options pour expliquer ce manque d'attention. La plus convaincante étant peut-être que le conflit est tout simplement trop complexe pour que le citoyen moyen puisse le comprendre. Alors que la guerre en Ukraine a un camp clairement du bon côté à Kiev et un camp clairement du mauvais côté à Moscou, le conflit soudanais est à la fois chaotique et marqué par des atrocités de tous les côtés. Comme nous tenons à le souligner, les FAS peuvent bien se battre contre une milice génocidaire qui réduit en esclavage et abuse des femmes et des filles, mais cela ne fait pas d'eux des anges. Les forces des FAS ont à plusieurs reprises bombardé des zones civiles, frappé des marchés bondés avec des frappes aériennes et compté sur des groupes islamistes armés qui ont procédé à des exécutions sommaires de prisonniers. Sont-ils préférables aux FSR ? Oui, à 100%. Est-ce que cela excuse leurs propres crimes de guerre bien documentés ? Non, pas du tout, bien sûr que non. En plus de ces deux principales forces, il y a aussi une multitude de milices armées comme les forces conjointes, alliés aux FAS et le SPLMN, qui est aligné avec les FSR. Toute analyse détaillée de la guerre nécessite donc beaucoup d'explications contextuelles. Et cela avant même d'aborder le rôle des acteurs extérieurs et leurs propres motivations complexes. Cela inclut, comme on le sait tristement, les Émirats arabes unis, qui fournissent armes et matériel aux FSR contre de l'or soudanais pillé, ainsi que d'autres pays facilitant les FSR, comme l'Éthiopie, le Tchad et l'Est de la Libye, sous le général Haftar. Il y a ensuite les pays qui soutiennent les FAS, comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et, de plus en plus, la Somalie. Pour rendre tout cela encore plus impénétrable, certains de ces pays ont leurs propres factions dissidentes qui soutiennent l'autre camp. Ainsi, le gouvernement fédéral éthiopien penche du côté des FSR, tandis que certains rebelles tigréens du nord du pays combattent aux côtés de l'armée soudanaise. La Somalie penche en faveur des FAS, surtout par crainte que des alliés des RSF comme l'Éthiopie ne menacent son intégrité territoriale. Si vous n'avez pas tout suivi, vous n'êtes pas seul. Certains expliquent ainsi le manque d'intérêt pour cette guerre. Expliquer tout cela à des téléspectateurs déjà distraits par tout le reste est une tâche plutôt difficile. À un certain moment, les gens finissent par décrocher, comme vous l'avez peut-être fait dans le paragraphe précédent. Et cela nous amène à une autre possibilité liée à cela. Il se passe tout simplement trop de choses en ce moment. Je veux dire, rien qu'en 2026, le président du Venezuela a été kidnappé. L'Iran a massacré ses propres manifestants. L'Amérique menace d'annexer le Groenland. Le Pakistan et l'Afghanistan se font la guerre. Les cartels paralysent de grandes zones au Mexique. Les États-Unis, oh mon Dieu. Les États-Unis et Israël attaquent l'Iran et Israël envahit le sud du Liban. Tout cela en parallèle de la guerre toujours en cours en Ukraine, ainsi que d'autres événements géopolitiques majeurs comme les élections en Hongrie. À un certain moment, cela devient tout simplement épuisant, même pour des gens comme nous qui en font leur métier, de tout suivre. Pour la personne moyenne assise chez elle, qui s'inquiète aussi pour son travail, son prêt immobilier, sa vie. Est-il vraiment surprenant que nous n'ayons pas l'espace mental nécessaire pour suivre le conflit au Soudan ? Mais bien que cela soit indéniablement vrai, cela n'explique pas le manque d'engagement des diplomates et des dirigeants mondiaux. Vous savez, des personnes censées se soucier de ce genre de choses. Parce qu'au niveau institutionnel, nos élites font un travail lamentable concernant le Soudan. Aux États-Unis, l'administration Trump a nommé Mossad Bolos, ancien homme d'affaires, pour mettre fin à la guerre. Selon l'expert du Soudan Cameron Hudson, il serait manifestement non qualifié pour ce poste. Sans surprise, Bolos s'est révélé aussi compétent pour négocier la fin de la guerre au Soudan que Steve Witkoff l'a été pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. L'Europe, quant à elle, fait le choix, il faut l'admettre, assez créatif, d'organiser une conférence de paix à Berlin, à laquelle ni les forces armées soudanaises ni les forces de soutien rapide n'ont été invitées. Au passage, il y a des applaudissements sarcastiques.
Quant au Royaume-Uni, le gouvernement a refusé d'interdire les forces de soutien rapide, une désignation juridique qui placerait les paramilitaires aux côtés du Hezbollah, du groupe Wagner et de Palestine Action, rendant criminel tout soutien à leur égard, quel qu'en soit le moyen. Et cela, malgré les récentes enquêtes du Guardian qui ont révélé l'existence de réseaux de recrutement des forces de soutien rapides basées à Londres, ainsi que des propagandistes de premier plan du groupe opérant depuis des villes comme Sheffield. Encore une fois, un applaudissement sarcastique pour le Royaume-Uni. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'échec institutionnel et d'ignorance en Occident, c'est un échec à l'échelle mondiale. L'ONU n'a pas agi pour stopper les massacres à Al-Fasha, bien que des experts aient alerté depuis des mois sur le risque de crimes de guerre des RSF en cas de prise de la ville. L'Union africaine est restée totalement absente, refusant d'agir pour empêcher un génocide sur son continent. Le groupe des 4 nations menant les négociations de paix, formé des États-Unis, Émirats arabes unis, Égypte et Arabie saoudite, est devenu presque dysfonctionnel à mesure que la rivalité entre Riyad et Abu Dhabi s'intensifie. Et cela touche vraiment à l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les efforts de paix au Soudan. Beaucoup trop de nations riches ou influentes sont bien trop impliquées dans la guerre pour vouloir l'arrêter. Pour les Émirats arabes unis, une victoire des FSR devient essentielle à leur vision stratégique pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dans laquelle ils agissent comme parrains d'un réseau de forces laïques, ou du moins non islamistes. Cela a rendu l'Arabie saoudite et l'Égypte encore plus déterminés à leur refuser la victoire. Au fur et à mesure que ces 2 blocs se renforcent, ils attirent davantage d'acteurs régionaux. Israël et l'Éthiopie se rapprochent des Émirats, tandis que la Turquie et le Pakistan soutiennent les Saoudiens. De nombreuses puissances sont désormais impliquées dans la guerre au Soudan, rendant la situation de plus en plus difficile à changer. Dans un monde rationnel, on s'efforcerait de perturber le réseau émirati fournissant les FSR, mais l'Amérique veut préserver ses alliances dans le Golfe et des pays européens comme la France vendent des armes à Abu Dhabi. Eh bien, je suis sûr que si vous vous asseyez avec le président Macron ou Marco Rubio, ils seraient d'accord pour dire que la guerre au Soudan est horrible, mais ils admettraient probablement aussi que ce n'est pas une priorité stratégique majeure. Que le Moyen-Orient, pour eux, passe avant la guerre civile qui engloutit ce pays d'Afrique du Nord-Est. Aussi sombre que cela puisse paraître, cela pourrait finalement répondre à notre question aujourd'hui. Peut-être que la raison pour laquelle si peu de gens se soucient du Soudan, c'est qu'ils le jugent sans importance. Pour paraphraser Neville Chamberlain, il le voit simplement comme une querelle dans un pays lointain, entre des gens dont ils ne savent rien. Chamberlain, bien sûr, parlait des Sudètes en 1938, dont l'annexion par l'Allemagne nazie allait bientôt transformer ces événements apparemment sans importance en la plus grande crise que la Grande-Bretagne ait jamais connue. Aujourd'hui, seul un imbécile suggérerait que le conflit au Soudan atteindra le niveau d'impact mondial de la Seconde Guerre mondiale, mais il serait tout aussi insensé que le monde continue de l'ignorer. Comme l'ont montré les événements récents au Moyen-Orient, notre monde interconnecté regorge de points de pression, où la moindre hausse de tension peut avoir des effets à l'autre bout de la planète. Ainsi, la fermeture d'un détroit étroit au Moyen-Orient peut provoquer une flambée des prix du gaz dans l'Iowa, ou une crise du GNL en Inde. Le Soudan est situé le long de la mer Rouge, l'une des voies maritimes majeures, et des nations clés du Golfe ou de la Corne de l'Afrique s'impliquent de plus en plus dans sa guerre, avec tous les risques que cela implique. En bref, un effondrement supplémentaire du Soudan dans l'instabilité pourrait avoir des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ses frontières, d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement prévoir. Il est peut-être de bon ton, en ce moment, dans le monde, d'ignorer cette guerre des plus dévastatrices, mais cela ne veut pas dire que les conséquences ne nous toucheront pas tous un jour. Merci d'avoir regardé.